Tous les samedis, de 9 h à 10 h, retrouvez le magazine de l'actualité lyonnaise. 7 jours à Lyon, présenté par Juvénal Noël. À la une de ce magazine, nous allons visiter ce matin la maladie de Parkinson. Une maladie donc qui est décrite par James Parkinson et qui existe depuis 1817. Aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à guérir cette maladie. Il est difficile même pour les médecins de pouvoir se prononcer. La recherche se poursuit. Et pour mieux la découvrir ce matin, nous sommes avec deux invités qui nous accompagnent durant tout ce magazine. À ma droite, il s'appelle Monsieur Gérard Brown. Il est donc délégué pour le Rhône de France Parkinson. Bonjour Monsieur Gérard Brown. Monsieur. Comment allez-vous? Eh bien écoutez, je vais très bien. Également, à côté, à la gauche de Monsieur Gérard Brown, il s'appelle Jacques Essautier. Lui, il est délégué adjoint, toujours pour France Parkinson dans le Rhône. Bonjour Monsieur Essautier. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Très bien, merci. Donc, avec vous, on va essayer de comprendre comment on vit avec cette maladie. Comment on découvre qu'on est souffrant et également comment on fait pour tenir dans le temps pour ne pas naturellement sombrer dans la déprime. D'abord, la question est la posée à M. Gérard Brown. Vous, en tant que délégué pour le Rhône en France, de manière générale aujourd'hui, approximativement, combien de personnes sont recensées comme étant souffrantes de cette maladie? Un peu moins de 200 000. Un peu moins de 200 000. Oui. Et un peu plus de? Oh, le chiffre exact, il est en dessous de 200 000. 190 000 et un peu 190 000. plus. Ouais. Et votre association, elle existe en France depuis combien de temps? Approximativement. Elle existe depuis 1984, si ma mémoire est bonne. les années 84, exactement. Aujourd'hui, autour de votre structure, est-ce qu'il y a un engouement? Est-ce que de plus en plus vous recevez des personnes ou alors... Non, pas forcément. Nous, on a une démarche d'accueil et d'écoute qui s'adresse aux personnes qui viennent d'être diagnostiquées, d'apprendre qu'ils ont la maladie. Mais le premier réflexe quand on apprend ça, c'est pas de se précipiter vers une association. Il faut un certain temps pour digérer la nouvelle. Et puis après, donc, nous, ceux qui veulent bien prendre contact avec nous, eh bien, on les accueille, on écoute, on les intègre dans des groupes de parole pour qu'ils puissent s'exprimer, parler sur la maladie, parce que rien n'est pire que de rester isolé chez soi et de mûrir, soit en couple, soit tout seul, ruminer sur sa maladie. Il vaut mieux en parler, il vaut mieux extérioriser. C'est ce que nous allons essayer de faire ce matin, libérer la parole et permettre à ceux et celles qui nous écoutent de comprendre effectivement qu'ils ne sont pas seuls, rompre l'isolement et surtout créer du lien de manière à ce que les uns et les autres puissent se connaître, se soutenir en attendant que la recherche en fait qui se poursuit puisse nous apporter en fait de bonnes nouvelles. Et donc pour vous aujourd'hui, dans votre cas, vous êtes souffrant de Parkinson ou vous êtes un accompagnateur? Non, moi je suis malade depuis 4 ans. Oui. Et Jacques n'est pas malade, il a accompagné sa femme qui était malade là, pendant de longues années. D'accord. Et donc nous représentons les deux visages un peu de l'association, puis qui s'adressent à la fois aux malades et à ceux qui les entourent, de manière à avoir une action sur les deux. Alors pour comprendre, et on reviendra naturellement dans ce magazine, dans votre cas, comment on découvre qu'on est malade par exemple? Eh bien écoutez, on a des symptômes moteurs qui sont en général une lenteur à faire certains gestes, difficulté à marcher, parfois des tremblements. Le médecin vous le dira mieux que je pourrais le faire, mais c'est les premiers symptômes moteurs apparents. Donc il amène à consulter un généraliste qui fait ou pas le diagnostic. Pour moi c'est le cas, il m'a dit ça ressemble à un Parkinson, il m'a adressé à un neurologue qui a confirmé parce que c'était évident. C'est pas toujours évident, mais pour moi c'était évident. La question je la pose maintenant à Jacques Essautier. Dans votre cas, est-ce que c'est évident d'accompagner une personne qui souffre de la maladie de Parkinson? Alors, une première chose, est-ce que je peux vous demander de parler un tout petit peu plus fort? J'ai du mal à vous entendre. La question première chose. Oui, allez-y. Je pense que la situation est un peu différente aujourd'hui de ce qu'elle était
au moment où mon épouse a été diagnostiquée. C'était en 95. On parlait beaucoup moins de la maladie de Parkinson. Nous, pour ce qui nous concerne, nous ne connaissions aucun Parkinsonien, ni dans notre famille, ni parmi nos amis. Par conséquent, l'annonce du diagnostic, c'est quelque chose qu'on a pris un peu dans la foulée en disant, bon, maladie de Parkinson, on va voir ce que c'est. D'après ce que j'entends dire maintenant parmi les aidants et les malades que je fréquente, la situation est différente parce qu'on sait beaucoup mieux ce que c'est que Parkinson et la plupart des gens nous disent l'annonce du diagnostic, c'est une catastrophe qui nous tombe dessus. Donc, situation différente. Ce qu'on peut retenir, donc, c'est que l'un des moments les plus difficiles à vivre, c'est lorsqu'on annonce effectivement à une personne qu'elle est souffrante de Parkinson. C'est bien cela? Exactement. Bien, ces informations et bien d'autres vous seront développées dans ce magazine éventuellement. Également, nous reviendrons sur sur la grève des éboueurs dans la métropole qui a pris fin en fin de semaine. Et également aussi, on va retrouver d'autres actualités. Mesdames et messieurs, merci d'être des nôtres et merci à vous qui nous écoutez dans toute la capitale des Gaules. Pour vous rappeler que pour préparer cette émission, donc en fait, nous sommes avec une jeune stagiaire qui nous accompagna pendant 2 mois, Marion Desprinces, qui a bien travaillé. Elle a également bien potassé en fait tous les sujets. Merci à vous. On vous propose cette brève ponctuation musicale. 7 jours à Lyon. Votre rendez-vous d'actualité proposé par Radio Pluriel. Oh,
retour dans ce sur 91.5 de Radio Pluriel. Nous émettons depuis la ville de Saint-Priest. Donc, je vais vous rappeler donc à la une de ce magazine. La grève des éboueurs s'est terminée jeudi dernier et les éboueurs de la société Pisonneau est terminée et les salariés refusent toute récupération et l'ont bien fait comprendre au président de la métropole, David Kimefeld. Pour nous éclairer ce matin, nous sommes avec Frédéric Lesquira, qui est donc le responsable syndical solidaire. Bonjour Frédéric Lesquira. Bonjour. Comment allez-vous? Eh bien bien, excusez ma voix, on a beaucoup crié ces 17 jours. On peut comprendre. Ce matin donc, vous êtes là pour revenir sur la grève. Alors, rassurez-nous, la grève est complètement terminée, c'est bien cela? Donc le travail a repris le 19 avril, tous les salariés ont repris le travail, c'est pour ça que c'est moi qui suis ici, parce qu'actuellement ils sont tous au travail pour rattraper le retard, donc aucun n'a pu se libérer pour venir parler à Radio Pluriel. Bonne nouvelle donc, c'est vrai que dans quelques endroits, j'ai encore regardé ce matin, il y a encore quelques immondices qu'on a notés. Il y a énormément de retard à rattraper, il y en aura bien pour une semaine à rattraper. Pour une semaine, donc pour revenir dans la grève, pourquoi cette grève d'abord? Eh bien, si vous voulez, la situation couvait depuis 2017 que la société Pizzorno a pris une partie du marché lyonnais, puisque Kinfen, la métropole, a décidé d'externaliser, de faire cette énorme erreur d'externaliser, et à une société... Pourquoi une erreur, monsieur Lesquira? Pourquoi, pour vous, externaliser c'est une erreur? Parce que c'est l'argent de nos impôts qui est très mal utilisé, puisque finalement... ces salariés de Pizzorno, qu'est-ce qui se passe? Ils vident, un équipage de 3 vide à peu près 20 tonnes de poubelles par jour. Quand les salariés de la métropole sont limités, eux, et c'est normal, ils ont raison, à 9 tonnes par jour. Mais les salariés du privé touchent 300 € de moins que les salariés de la métropole, en vidant le double. Parce que le reste de cet argent qui vient de nos impôts va dans la poche du groupe Pizzorno, qui est un groupe où il y a une très bonne enquête de Médiacité, qui a été condamné des dizaines de fois pour des pollutions, des prises illégales d'intérêt, qui ne respectent absolument rien. Alors la métropole dit, le travail est très bien fait. Et oui, quand on a 3 salariés qui vident 20 tonnes au lieu des 9 tonnes, que les rues sont nickel, et la métropole ne regarde que les poubelles. Sauf que ils ne regardent pas les salariés, ils ne regardent pas l'usure des salariés. Et pour arriver à 20 tonnes, il y avait un chef militaire qui était là et qui a pris la vie et on leur fait tout faire. Et donc c'est une vraie révolte. Non seulement ils voulaient de l'argent, mais ils voulaient aussi des meilleures conditions de travail. Et on pourra voir qu'ils ont gagné sur beaucoup de points après ces 17 jours de grève. 7 jours à Lyon. Tous les samedis de 9h à 10h. Pour ceux qui se joignent à nous à cet instant, donc, nous sommes avec Frédéric Lesquira, qui est délégué syndical chez les Solidaires. Il est en train de nous éclairer donc sur les causes, les origines profondes en fait de cette grève qui a transformé la métropole lyonnaise en un grand dépotoir. Et donc, pour vous, donc, en fait, c'est une grave erreur, d'après vous, en fait, que de pouvoir sous-traiter en fait l'enlèvement des ordures ménagères à Lyon. Aujourd'hui, donc, ils ont repris le travail. Au niveau, donc, des négociations, à un moment donné, on a vu un certain nombre des bois qui étaient devant le juge. Que s'est-il passé concrètement? Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant 16 jours de grève, la direction a refusé de négocier. Le responsable, monsieur Deval, qui est à Draguignan, leur siège, a refusé de venir négocier. Tout était bloqué. Et ils se sont contentés d'attaquer 10 grévistes. Vous comprenez, c'était grave, 10 grévistes qu'ils ont convoqués dans ce qu'on appelle un référé d'heure à heure, c'est-à-dire le mardi matin, les familles de ces 10 grévistes ont vu débarquer un huissier chez eux, comme des délinquants, et leur a dit, vous êtes convoqués le lendemain à 10h du matin au tribunal. Et on les accusait de tous les maux, d'avoir bloqué, insulté, jeté des projectiles, saboté, etc. Donc notre avocate a défendu ces 10 grévistes avec brio. Elle a eu que la nuit, elle a travaillé toute la nuit pour défendre et démonter les pièces une à une. Et c'est ainsi que jeudi 18 avril au matin, on a eu le résultat. Et la juge a perçu qu'ils avaient la justice contre eux. Là, est arrivé avec sa belle voiture le patron du sud de Draguignan. Et enfin, en 4 heures de négociation, on a pu aboutir à un accord, j'ai envie de dire mitigé, mais où les salariés à 2/3 ont voté la reprise. À votre avis, c'est un accord mitigé. Concrètement, c'est quoi cet accord? Alors cet
cet accord. Dans un premier temps, la direction qui a très peur de la contagion sur toutes les autres villes de France, puisque c'est une entreprise qui est implantée partout, c'est la première entreprise dans les ordures ménagères, hein, dans la collecte des ordures. Cette entreprise a demandé à nos délégués de tenir le silence sur cet accord, ce qui n'est pas très légal, mais les délégués ont tenu leur parole, ils l'ont fait. Donc le syndicat n'a pas fait de communiqué, mais il se trouve que cet accord est apparu dans la presse. Hein. On le trouve sur rue 89, Le Progrès en a fait état, etc. Donc maintenant on peut en parler puisque c'est public. Donc c'est surtout sur les conditions de travail. Ils ont obtenu une avancée très importante. C'était eux qui étaient chargés, quand ils finissaient leur travail à 13h, en ayant commencé à 5h du matin, de ramper dans les cuves pour nettoyer l'intérieur des cuves. Ce que ne font pas d'autres agents dans d'autres secteurs. Donc ils ont obtenu que ça ne soit plus eux qui n'étaient pas équipés, il y avait des blessures graves avec des produits dangereux. Ça sera une société à partir de juin, extérieure, dont c'est le métier, qui est équipé, qui est formé, qui nettoiera l'intérieur des cuves. Eux ne nettoieront plus l'intérieur des cuves. C'était une grande revendication pour eux. Donc, allez-y, poursuivez. Ils ont obtenu, chose très importante, on leur avait supprimé parce que ça coûtait trop cher, paraît-il. Vous savez, à l'arrière, les reapers, c'est-à-dire ceux qui vident les poubelles, ils avaient une espèce d'interphone qui était à l'arrière pour parler au chauffeur, pour la sécurité, pour lui dire, c'est bon, on est sur le marchepied, tu peux démarrer, fais attention, un vélo arrive sur la droite. Vous voyez, il fallait que le chauffeur et les reapers communiquent. Le chauffeur annonçait un vélo qui arrive, pour que le reaper traverse avec la poubelle, etc. Ça avait été supprimé. Donc l'entreprise s'est engagée à remettre tous les reapers. Ils se sont engagés aussi à essayer de remettre des bancs, parce qu'ils sont 3. Or, dans le camion, il y avait que 2 sièges. Le 3e s'asseyait comme il pouvait, au milieu. On leur avait supprimé une banquette pour 3 sièges. Ils se sont engagés à mettre en place des formations vidéo pour les nouveaux, parce qu'ils prenaient des intérimaires qui lâchaient comme ça et qui n'étaient pas formés à la sécurité. Ils se sont engagés à une prise en charge de 50% des frais de déplacement pour des services complets. Ils vont recruter un sorteur. C'est-à-dire les sorteurs, c'est ceux qui passent avant chercher des poubelles, qui sortent les poubelles des allées. Donc il y aura un salarié de recruter. Ils se sont aussi engagés à ce que des intérimaires deviennent des CDI, un nombre important d'intérimaires. Ils se sont engagés à ne pas diviser les équipes. Parce que chaque fois qu'une équipe de 3 s'entendait bien, on les séparait. Il ne faut pas que les salariés s'entendent bien. Comment expliquer... Pardon. Alors, oui. Comment expliquer que une entreprise ne veuille pas que ses salariés s'entendent? Donc, au final, si on comprend bien, ils ont quand même reçu... vous parlez qu'est-ce qu'ils n'ont pas obtenu? Qu'est-ce qu'ils auraient aimé avoir? Ils ont obtenu aussi 6 jours de grève payés, plus 4 jours de congés payés, et l'étalement sur 6 mois du reste des jours de grève, sachant qu'il y a eu énormément de générosité autour d'eux et que nous avons une cagnotte de 20 000 euros qui pourrait compenser la perte de salaire. Ils auraient aimé qu'elle soit plus proche, et il y a 3 chiffres, hein. Ils auraient aimé qu'elle soit autour de 150. Donc, en substance, ils ont obtenu un certain nombre d'avantages. Aujourd'hui, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils auraient aimé obtenir d'autres qu'ils n'ont pas obtenu. Du salaire, au départ, on a et le salaire. Donc sur le salaire, il n'y a rien eu d'obtenu. Sinon, effectivement, les 2% qui vont tomber en avril, qui résultent de la négociation salariale qui a eu lieu au mois de mars, mais où notre syndicat n'était pas présent parce que nous sommes entrés dans l'entreprise qu'en mars, avec l'élection du mois de mars. Ils réclamaient aussi le départ de leur chef militaire qui leur pourrissait la vie. Ça, ils ne l'ont pas obtenu, mais je pense qu'il va, entre guillemets, se tenir à carreau maintenant. Et puis, ils ont tout un tas de sanctions. Mais qu'en mars, une partie d'entre eux ont eu 3 semaines sans salaire. Il y avait en permanence des sanctions. Ils ont eu 3 semaines sans salaire, 3 salariés, parce qu'ils avaient soi-disant volé de l'eau à la métropole. Ils avaient pris un peu d'eau pour mettre dans le camion. Mais l'eau de la métropole, c'est pas du vol ils y ont accès à l'eau de la métropole. Donc, toutes ces sanctions, il faut savoir, nous allons poser en mai, collectivement, plusieurs dizaines de dossiers au Conseil des prud'hommes pour faire retirer toutes ces sanctions et que les salariés retrouvent leur salaire. On peut comprendre. Alors là, ce n'est pas, voilà, on ne va pas entrer dans le secret, on va dire, de solidaire. Est-ce que vous pensez que si jamais ils n'obtiennent pas gain de cause, ils vont encore nous faire une grève dans les semaines à venir? Par rapport à ces besoins dont vous parlez? Pas dans l'avenir proche et immédiat. Un accord a été signé, mais
Mais si l'année prochaine, parce que la direction s'est engagée à l'oral, pas dans l'accord, d'augmenter cette prime régulière de salaire, on a eu, sur le grève à Vénissieux, toutes les voitures, les camions qui passaient klaxonnaient en soutien. On a eu lors du procès, tous les matins, il y avait des étudiants, des gens de la SNCF qui travaillaient à côté, des gilets jaunes qui venaient avec le piquet de grève, qui apportaient. On a une boulangerie qui tous les matins non, on a été étonnés. On a eu très peu de gens. Les gens ont bien compris que le problème était Pizzorno. Pizzorno condamné 12 fois pour tout un tas de choses, des prises illégales d'intérêt, des pollutions. Enfin, j'ai souvent dit que c'était un groupe escroc, ils me le reprochent, mais oui, et d'ailleurs la métropole, c'est impressionnant. Dans un interview, la métropole dit « Oui, c'est vrai, mais quand bien les poubelles, les rues de Lyon sont propres. » Oui, mais au prix de la santé des salariés. David Kinfeld ne peut pas se désintéresser de la santé des salariés à qui il a externalisé. Pour ceux qui se joignent à nous, qu'à ce moment, nous sommes avec Frédéric Lesquiera, qui est le délégué syndical dans le syndicat Solidaire dans le Rhône. Il nous éclaire sur la grève des éboueurs qui a paralysé, on va dire, la ville, qui a transformé donc la ville de Lyon, la métropole de Lyon, pendant près de 2 semaines en une grande poubelle. Progressivement, aujourd'hui, on retrouve un peu de propreté. Ce matin, en venant donc en studio, on a encore vu quelques immondices. Combien de temps faudrait-il pour que Lyon retrouve sa propreté, M. Lesquiera? Alors d'après nos élus, nos délégués syndicaux là, qui sont au travail ce matin, qui rattrapent le travail depuis vendredi, il y en a au moins pour une semaine, à ce que tout revienne à peu près en état. Ils s'engagent, ils se sont engagés auprès de la direction de faire le plus vite pour travailler, pour rattraper le retard. Mais ce qui m'a étonné dans cette affaire de retard, c'est qu'il y a un accord de canalisation de Nord d'Ordre et Pizzorno. Et cet accord prévoit que si une poubelle n'est pas ramassée, il y a 20 € d'amende. Et pourquoi la métropole n'a pas fait jouer cet accord puis au plus vite? Et elle aurait perdu, si cet accord était appliqué, environ 400 000 € par jour de retard. La métropole, non seulement elle ne met pas d'amende, en plus elle a même cassé la grève et en ramassant un petit peu, sans qu'aucun élu de la métropole ne vienne poser le pied pour parler avec des ouvriers. On a des élus sortis de la gauche, pas un n'est venu parler à un ouvrier qu'ils n'ont pas dû n'a pas à négocier et n'a pas joué son rôle et c'est évident qu'en 2024, on va mener une grande campagne avec les éboueurs pour le retour des salariés de Pizzorno dans la métropole. Il n'y a pas de raison qu'ils vident 20 tonnes par jour avec 300 € de moins, ne dépassent pas les 9 tonnes avec 300 € de plus. Il va falloir une équité. Ils vident dans les rues d'à côté. C'est quand même pas possible de laisser cette injustice perdurer. Et s'ils rentrent à la métropole, on y gagnera de l'argent sur nos impôts. Parce que c'est des milliers d'euros qui vont pas dans la poche de monsieur Pizzorno, condamné partout pour des prises illégales d'intérêt, pour des pollutions, pour de la discrimination syndicale. 12 condamnations à son actif ces dernières années. Très bien. On compte confier la gestion à n'importe qui. On vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt. Au revoir. Merci. C'était donc le syndicat Solidaire qui nous éclairait sur la grève des éboueurs qui, pendant près de 3 semaines, donc, a transformé la ville de Lyon en une véritable poubelle géante. On retrouve nos invités de ce jour qui nous viennent donc de France Parkinson. C'est Gérald Brown et monsieur Jacques Essotier. Une fois de plus, bonjour. Bonjour. Donc, on se tourne vers vous pour revenir dans la maladie de Parkinson. La question que je vous pose ce matin, voilà, je voudrais que vous puissiez nous raconter dans votre cas, monsieur Gérald Brown, comment on réalise, comment on constate qu'on est souffrant de la maladie de Parkinson dans votre cas, s'il vous plaît. Eh bien, c'est une apparition de symptômes moteurs, une difficulté à marcher, lenteur à faire des gestes, difficulté à écrire. On remarque que l'écriture devient illisible. Enfin, il y a tout un tas de phénomènes qui inquiètent et qui amènent à en parler à son médecin et qui, en général, envoie vers un neurologue et qui confirme l'approche qu'en avait fait le généraliste. En tout cas, c'est ce qui a été mon cas. Et bon, après, il faut, comme je le disais tout à l'heure, il faut digérer la nouvelle. On sait quand même quelques notions de médecine. On sait ce que c'est que la maladie de Parkinson. On sait que c'est une maladie dont on ne guérit pas. Je présume que quelqu'un qui apprend qu'il a un cancer, quelqu'un qui apprend qu'il a une maladie grave, c'est la même réaction. Il faut le temps d'absorber la nouvelle. Dans votre cas, combien de temps cela a duré? Alors, avant d'arriver donc au diagnostic, les symptômes, combien de temps vous avez Peut-être quelques mois. Quelques mois seulement? Oui.
C'est une apparition progressivement dans le temps de ce que je décrivais comme symptôme. Hein. C'est donc le sentiment que quelque chose ne va pas bien, hein, donc qui amène qu'on est vers son... Et puis, comme un apparent, et après, plus ou moins vite selon les personnalités. Et puis, on s'oriente. Nous, on cherche à vivre mieux avec. Donc, mais on pourra en reparler si vous voulez, parce qu'il y a un traitement médical et puis il y a aussi pas mal de choses qui accompagnent ce traitement et qui aident à vivre. Le but de cet échange, effectivement, pour nous, c'est de pouvoir permettre peut-être à ceux qui ne savent pas aujourd'hui que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas dans leur santé. Dans votre cas, loin de vouloir vraiment remuer la paix dans le couteau, racontez-nous un tout petit peu comment vous l'avez ressenti, comment vous viviez avant d'aller... Écoutez, je me souviens pas avec précision, mais je sentais que quelque chose n'allait pas, parce que il y avait évidemment des perturbations dans l'organisme, donc c'est une impression confuse de quelque chose qui existait. Et puis, qui amène, mais plus cela à son médecin et qui vous connaissez la suite. C'est quoi? C'est les coups de fatigue? C'est de la fatigue, oui. Fatigue, mémoire? Non. Non, contrairement à d'autres maladies neurodégénératives, hein, Alzheimer par exemple, la fonction cognitive est pas atteinte tout de suite et elle est très rarement atteinte aussi, mais beaucoup plus tard. Donc toutes les fonctions cognitives sont intactes. C'est simplement de la difficulté de se mouvoir, la difficulté d'écrire, certains troubles d'élocution, difficulté de parler, la voix qui baisse, et puis des tremblements. Mais le tremblement n'est pas général. Il y a à peu près un Parkinsonien sur 3 qui ne tremble pas du tout. Dans votre cas, apparemment, alors pour ceux qui nous écoutent ce matin, monsieur Gérard Brown, il ne tremble pas du tout. Non. Il est stable. Lorsqu'il m'a dit qu'il est souffrant, que j'ai constaté, enfin, que j'ai su qu'il est souffrant, mais en réalité, il est tout à fait normal, comme on dit des autres personnes. Maintenant, tout près de vous, en fait, votre adjoint, monsieur Jacques Sautier, qui est délégué adjoint aussi pour le rôle de France Parkinson, vous qui avez, un accompagnant, lorsqu'une personne découvre, dans votre cas, un regard croisé ce matin, lorsqu'une personne découvre qu'elle est atteinte, comment cela s'est vu dans son environnement? Comment vous le viviez dans votre cas? Alors, on vit ça d'abord en se disant que c'est la personne avec qui on vit qui est malade et que c'est elle qui va subir le choc essentiel. Alors, tout dépend en fait du type de Parkinson auquel on est confronté. Dans le cas d'un Parkinson normal, les tremblements peuvent s'accentuer, la lenteur s'accentue, la raideur, les douleurs sont de plus en plus importants pour le malade. Donc, ça nécessite un accompagnement de plus en plus permanent de la part de l'aidant. Donc, si on comprend bien, mais il y a une bonne période, là-dessus que je comprends bien, en fait, en substance, il y a une bonne période au cours de laquelle, effectivement, le traitement n'est pas lourd. Est-ce que le traitement, est-ce qu'il n'est pas lourd? Le traitement, il devient de plus en plus lourd au fil des années. On démarre avec le médicament qui est prescrit la plupart du temps, celui qui permet de compenser la perte de dopamine à cause de la disparition des neurones dopaminergiques, c'est la L-Dopa. On commence par des doses relativement faibles et puis au fil des années, les doses sont de plus en plus augmentées. Alors ça implique des prises de médicaments régulières pendant la journée, à heure fixe, et c'est très important de bien respecter les horaires. Bien. Durant donc, en préparant cette émission, en fait, nous sommes allés à la recherche du professeur Stéphane Taubois pour qu'il puisse nous apporter en fait son éclairage de spécialiste pour ce qui est la recherche et les avancées. On l'écoute dans quelques instants. Quelques petites difficultés avec l'élément du professeur Taubois. Est-ce qu'il est prêt? Non, pas du tout. 7 jours à Lyon. Tout ce qui fait l'actualité lyonnaise. Bonjour, nous sommes ce matin avec le professeur Stéphane Taubois. Il est neurologue. Ce matin, il va nous parler effectivement de la maladie de Parkinson. Bonjour, professeur Taubois. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour comprendre aujourd'hui, quelles sont les avancées qu'on a aujourd'hui au niveau de la maladie, de la recherche sur la maladie de Parkinson? Alors,
La maladie de Parkinson, c'est d'abord une maladie fréquente. C'est la deuxième maladie neurodégénérative en France et dans le monde après la maladie. Apparemment, quelques petites difficultés avec cet élément. Nous allons voir si... On y reviendra au cours de ce magazine. Et on retrouve donc en fait nos invités de studio qui nous viennent de l'association France Parkinson. C'est Gérard Braun, délégué pour le Rhône de France Parkinson, qui accompagne de Jacques Essautier, qui est l'un de ses adjoints donc dans cette même structure France Parkinson. Il nous parle en fait de comment on vit avec la maladie de Parkinson et de l'autre côté effectivement comment on accompagne, comment on peut être un aidant aux côtés de quelqu'un qui souffre de la maladie de Parkinson. Revenons sur votre structure en elle-même, en fait. Lorsqu'une personne est diagnostiquée et qu'elle vient, alors c'est elle qui vient à vous ou alors dans votre structure, dans votre cas, c'est vous qui allez auprès des personnes qui sont souffrantes, Monsieur Gérard Braun? Écoutez, normalement, c'est la personne qui vient à nous. On essaye de donner une bonne connaissance de notre association aux neurologues, de manière à ce que lorsqu'ils prennent un diagnostic, ils orientent la personne vers l'association. Donc c'est un cheminement qui peut accompagner la visite à un neurologue. Et nous, on prend le relais après pour donner des éléments sur la maladie, sur la manière dont on vit avec, sur ce qu'on peut faire, etc. Ce que n'a pas le temps de faire le neurologue. Marche dans l'autre sens aussi d'une personne qui vient, parce qu'elle a entendu parler, qui vient se renseigner. Aujourd'hui, lorsqu'une personne arrive, en fait, ce qui est au courant, qu'est-ce qu'elle recherche généralement? Ceux qui viennent vers vous, qu'est-ce qu'ils recherchent? Eh bien, un appui, des explications sur... souvent sur les symptômes, comment ils se déclarent, comment on peut les accompagner, comment on peut lutter contre. Notre réponse à nous, c'est de dire qu'il y a une réponse médicale, un traitement chimique, c'est du médicament. Mais à côté, à côté de ce traitement, il y a une manière de vivre que l'on essaye d'organiser, nous, et de conseiller à nos adhérents. C'est d'avoir une vie très active, c'est de faire du sport avec un bon niveau, de se dépasser un peu, d'avoir une activité au-delà de ses limites, de manière et ça a été prouvé, on vit mieux après avec la maladie quand on se dépense physiquement. Donc nous, on propose des ateliers, on propose des structures de gymnastique, on propose un accompagnement physique, de manière à donner des possibilités faciles pour pratiquer à nos adhérents. Outre dans ces activités, qu'est-ce qui est fait par exemple pour ceux qui sont les aidants? Parce qu'apparemment, c'est pas évident pour ceux qui vivent avec eux non plus. Alors, en direction des aidants, nous offrons deux formes de soutien. D'une part, des groupes de parole, comme ça se pratique pour beaucoup d'autres maladies. Les aidants viennent en présence de groupes de pairs, PAIRS, des gens qui sont confrontés au même problème, viennent parler de leur vécu, dire leurs difficultés, échanger des trucs, et y compris vider leur sac, dire ce qui va pas, dire leur bouffée de colère quelquefois, d'irritation devant les comportements du malade, devant les difficultés de la vie avec le malade lorsque la maladie s'aggrave. C'est un premier soutien. L'autre forme d'aide que nous apportons, c'est une formation des aidants qui a été mise en place par notre siège national depuis maintenant 6 ans, si ma mémoire est bonne, a dû commencer en 2013. On a pris le relais tout de suite dans le département du Rhône. On en est donc à la 6e année de formation qui prend la forme suivante. C'est une formation de 15 heures sur 6 mois, une séance de 2h30 tous les mois par petits groupes de 8 à 12 personnes pour que la parole puisse circuler facilement. Ces formations sont co-animées par une psychologue professionnelle qui connaît bien la maladie et 2 personnes que nous appelons des aidants ressources, c'est-à-dire des aidants. Des personnes qui sont un peu isolées de leurs proches ou de leur famille peuvent retrouver dans un autre versant auprès de malades ou d'aidants qui viennent nous voir en séance. Donc mon conseil, si je devais en avoir un, ce serait de sortir et de trouver ce genre d'activités qui leur permettent de retrouver un semblant de vie normale. Ça se passe où concrètement?
Excusez-moi, je vous ai pas bien entendu. Où se passe en fait ce que vous faites aujourd'hui? À Alors, quel du coup, à quel endroit peut vous trouver? Alors, on fait des séances de gymnastique adaptée, ce qu'on appelle de l'activité physique adaptée le mardi, à la Maison des Associations sur Lyon 4e. Et on fait une séance de marche nordique, donc avec des bâtons de marche, le vendredi après-midi au parc Tête d'Or. Aujourd'hui, alors ce que vous faites aujourd'hui dure combien de temps? Ça dure 1 heure. 1 heure. Depuis combien de temps Chaque séance dure 1 heure. depuis combien de temps vous le faites? Ça fait maintenant 2 ans qu'on propose de l'APA, de l'activité physique adaptée, dans le cadre de France Parkinson Rhône. En termes d'engouement, est-ce qu'il y a de l'enthousiasme? Est-ce que vous avez de plus en plus de personnes qui viennent vers vous? Exactement, là, on voit apparaître de plus en plus de personnes qui viennent. On est jusqu'à 20 personnes en marche nordique, et on est jusqu'à une quinzaine en gym. Donc vraiment, ça se développe de plus en plus, il y a un bouche à oreille. Et puis c'est vrai que les personnes qui souffrent d'un Parkinson, ils discutent entre elles sur des réunions de parole, des groupes de parole. Et ça a fait venir de nouvelles personnes. Bien, restez avec nous donc, Madame Rouchon. On va écouter Oui. le professeur Stéphane Taubois que nous avons enregistré. Il nous éclaire un tout petit peu sur les avancées de cette maladie. On l'écoute. Merci. Lyon. Tout ce qui fait l'actualité lyonnaise. Une fois de plus, bonjour, nous sommes ce matin avec le professeur Stéphane Taubois, il est neurologue. Ce matin, il va nous parler effectivement de la maladie de Parkinson. Bonjour, professeur Taubois. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour comprendre aujourd'hui, quelles sont les avancées qu'on a aujourd'hui au niveau de la maladie de la recherche sur la maladie de Parkinson? Alors, la maladie de Parkinson, c'est d'abord une maladie fréquente. C'est la deuxième maladie neurodégénérative en France et dans le monde après la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie dont on comprend de mieux en mieux les symptômes et on comprend notamment que c'est pas une maladie simplement physique, motrice, mais c'est aussi une maladie qui donne des troubles tels que des douleurs, des troubles psychiques. Et la recherche permet d'abord de mieux comprendre l'origine de ces troubles et les mécanismes de ces troubles. Et puis les autres avancées de la recherche, elles sont au niveau des traitements. Il y a de nombreux traitements qui sont en cours de développement pour améliorer les symptômes ou essayer de ralentir l'évolution de la maladie. Donc ça, c'est deux aspects importants des axes de recherche. Justement, sur ces actes de recherche aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce cadre-là? Alors, la recherche la plus difficile à mener, c'est la recherche de traitements qui aurait pour but de ralentir l'évolution de la maladie. C'est difficile parce que lorsqu'on diagnostique la maladie, elle est déjà en fait installée sans qu'on le sache, souvent depuis quelque temps. Et si on veut démontrer qu'un traitement ralentit la maladie, il faudrait découvrir la maladie encore plus tôt que ce que l'on fait actuellement. Donc ça, c'est une difficulté. Et on a des informations qui nous permettent actuellement de dire que peut-être certains sujets seraient à risque de développer un Parkinson et que ces sujets-là, on devrait pouvoir tester chez eux ces nouveautés thérapeutiques. En dehors de ça, la recherche du Parkinson ne se heurte pas à des difficultés spécifiques. Il y a toujours des difficultés de financement de la recherche, bien sûr, mais ce n'est pas spécifique au Parkinson. Vous dites qu'en fait, il serait intéressant de découvrir la maladie un peu plus tôt. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de pouvoir dépister cette maladie un peu plus tôt, comme vous le disiez? Non, c'est parce qu'il n'y a rien qui l'empêche. Simplement, on fait des études actuellement qui montrent que certains symptômes, lorsqu'ils sont associés, lorsqu'ils sont durables, j'insiste là-dessus, peuvent être des symptômes qui vont annoncer quelques années après l'apparition de la maladie. Alors le problème, c'est que ces symptômes ne sont pas spécifiques. Si on prend par exemple des perturbations de l'olfaction, de la perte de l'odorat, si on prend la constipation, si on prend l'agitation pendant le sommeil, ce sont des symptômes que beaucoup de gens peuvent avoir et bien sûr, la majorité ne vont pas développer une maladie de Parkinson. Mais certains vont le développer. Donc c'est ça qui rend les choses un petit peu compliquées, mais on connaît de mieux en mieux ces symptômes qui vont précéder l'apparition de la maladie. Et il y a de nombreuses études qui sortent régulièrement, qui sont publiées régulièrement et qui montrent que quand on associe plusieurs de ces symptômes, eh bien, on augmente le risque à terme de développer la maladie de Parkinson. 7 jours à Lyon. Tous les samedis de 9h à 10h.
Bien, on ne pourra pas écouter dans son intégralité, non, en fait, cet échange avec le professeur Stéphane Taubois. Nous vous promettons de revenir dessus dans notre édition du 4 mai prochain. Et donc, on retrouve en fait nos invités qui sont avec nous ce matin, qui nous viennent de l'association France Parkinson, monsieur Gérard Brown et Jacques Essautier. Également, en ligne, nous sommes avec madame Rochon. Une fois de plus, bonjour madame Rochon. Bonjour à vous. Voilà, nous avons écouté le professeur Stéphane Taubois et il est clair qu'aujourd'hui, il est difficile déjà pour une personne toute seule de dire voilà, les symptômes que j'ai fait aujourd'hui sont symptômes de la maladie de Parkinson. Quel conseil donneriez-vous en fait à ceux qui nous écoutent ce matin, s'il vous plaît? La difficulté, c'est une difficulté qui est médicale et de ce cas-là, je suis difficilement en capacité de pouvoir vous répondre. Ce qui est clair maintenant, c'est que de mon côté, sur le versant de l'activité physique, il est prouvé que bouger le plus possible permet de limiter les symptômes, notamment de ralentissement, notamment de perte balancement des bras, le symptôme fatigue. De ce côté-là, il est clair qu'il faut inciter les personnes qui ont été diagnostiquées comme parkinsoniens à bouger le plus possible. Pour ceux qui n'ont pas encore été diagnostiqués, c'est, je pense, se rapprocher d'un neurologue ou de son médecin traitant pour expliquer ce qu'on ressent et les symptômes qu'on ressent. Madame Rochon, j'avoue que durant toute la semaine, on a préparé cette émission. La jeune Marion Desprinces qui est stagiaire chez nous, la question s'est posée entre nous et avec le professeur Stéphane Taubois de comprendre aujourd'hui une personne normale, enfin dite normale en fait, comment fait-elle pour soupçonner, pour avoir une suspicion de maladie de Parkinson? Vous qui êtes une praticienne aujourd'hui, comment on peut le savoir? Alors moi, malheureusement, je suis pas en capacité de vous répondre là-dessus parce que c'est pas mon versant médical. Moi, je prends en charge uniquement le versant physique et le versant sportif. Donc malheureusement, là, c'est vraiment à travers le médecin que vous pourrez avoir ces réponses. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Bien, c'est pas le souhait. Notre souhait n'est pas d'entendre des bêtises, c'est d'entendre en fait des conseils de la praticienne que vous êtes. De toute façon, merci beaucoup d'avoir contribué en 30 secondes. Pour ceux qui nous écoutent. Non, s'il vous plaît, avant de partir, en 30 secondes. Oui. Vous avez dit il faut de l'exercice physique. Et que pouvez-vous ajouter pour ceux qui nous écoutent en fait comme conseil? Ce que je pourrais rajouter, c'est le conseil que je peux donner, c'est vraiment la nécessité de marcher tous les jours, d'entretenir la machine du corps, d'entretenir la marche pour limiter tous les effets de la maladie, qu'ils soient physiques mais aussi psychiques, où on va pouvoir se faire du bien, sortir, s'aérer l'esprit, bouger en collectif de manière adaptée, pouvoir se rassurer sur les capacités que j'ai et que je peux encore développer, prendre du plaisir tout simplement en sortant et en bougeant. Voilà, ce serait mon conseil. Merci donc beaucoup à Marine Rochon. Rappelons donc pour ceux qui ne vous connaissent pas, ceux qui se joignent à ce moment, que vous êtes monitrice des activités physiques adaptées. Également, d'après nos informations, également, vous travaillez avec l'association France Parkinson. C'est bien cela? C'est exact, oui. Merci encore. Excellente journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. 7 jours à Lyon. Tous les samedis de 9h à 10h. Notre magazine arrive inexorablement donc vers la fin. Nous sommes accompagnés des responsables de France Parkinson qui sont encore avec nous, Gérald Brown et Jacques Essautier. Jacques Essautier et Gérald Brown, pour les 2 minutes qui nous restent, quelques conseils à ceux et celles qui nous écoutent ce matin, pour ceux qui sont les aidants et ceux qui portent la maladie de Parkinson. Que leur diriez-vous? Moi, je dirais, ne restez pas seul avec votre maladie. C'est aussi court, aussi simple que ça. Parce que plus on s'isole, plus la maladie fait de dégâts. Alors que si on fait un effort, et Marine Rochon le disait bien, il faut pas grand-chose. Il faut dépasser un peu ses limites chaque jour et puis on vit mieux. Enfin, on sait que la maladie est toujours là, qu'elle se développe, mais on vit mieux avec. Et c'est déjà quelque chose. Merci Gérald Brown. Jacques Essautier. Eh bien, de mon côté, je dirais aux aidants, ne vous enfermez pas dans votre rôle d'aidant, ne vous transformez pas en personnel médical, n'oubliez pas que vous avez en face de vous votre conjoint, votre parent, votre enfant, avec qui vous avez tout un tas de liens qui vous unissent, et continuez à faire ensemble des projets.
Bien, c'est sur ces conseils, ces suggestions faites aux aidants et aux personnes qui sont souffrant de maladie de Parkinson qu'on va vous quitter ce matin. Donc, pour préparer ce magazine et à l'assistant de réalisation, c'est Marion Desprinces qui est stagiaire, étudiante à l'EFAP en filière dans le journalisme, en fait, qui lui a contribué abondamment à préparer ce magazine. On vous retrouve le samedi 4 mai pour une autre édition de 7 jours à Lyon. Amis auditeurs, merci pour la fidélité. On vous dit bon week-end. C'était 7 jours à Lyon. Bonne semaine avec Radio Pluriel.